C'est le temps d'un peu de nostalgie, je redécouvre ma collection frissons. Ce sont des livres d'horreur qui m'ont donné le goût à la lecture quand j'avais 11-12 ans. C'est la maison Héritage qui publiait, c'était des traductions de l'anglais et j'ai appris récemment qu'il y avait une collection Frisson 100% québécois et 100 est écrit S-A-N-G. Malheureusement, j'en ai pas dans ma collection. J'ai des souvenirs qu'à chaque fois qu'on allait au centre d'achat de Joliette ou Joliette, on arrêtait à la librairie Martin et à côté de la caisse enregistreuse, il y avait un rack qui tournait, puis c'était là qu'il y avait la collection Frisson et je regardais chaque fois s'il y avait des nouveautés et ma gentille maman, elle m'en achetait un presque à chaque fois. C'était 5,95. Là, je faisais tourner le rack et je regardais surtout les couvertures pour essayer de voir lequel que j'allais lire la 4e de couverture. Et on remarque que plus on avance dans la collection, plus c'est rendu fancy. Il y a du relief sur les couvertures. Mon premier frisson, c'était les poupées mutilées. La protagoniste s'appelait Babette. Et à cause de Passe-Partout, à un moment donné, Passe-Montagne dit « Babette la baleine fait de bien belles bulles, c'est ça. Babette la baleine fait de bien belles bulles. » J'étais pas capable de me concentrer. Il fallait que je fasse une gymnastique mentale pour changer le nom de la protagoniste à chaque fois. Je m'excuse aux personnes qui s'appellent Babette, mais je trouve ça spécial un petit peu comme nom, surtout à cause de Passe-Partout. Il me semble que c'était pas une super histoire, mais après ça, j'ai donné la chance à d'autres et là, j'ai vraiment accroché. Là, j'aimerais ça analyser pourquoi c'était aussi addictif. Parce que je lisais en moins d'une fin de semaine. Bon, il faut dire que c'est moins de 200 pages, c'est écrit gros, puis c'est plus des dialogues que des descriptions. C'est peut-être aussi pour ça que c'était rapide à lire. Donc, je vais m'en choisir à peu près 2 ou 3. Le passage secret. Martine savait que la maison dans laquelle elle aménageait avait quelque chose de malfaisant. Il y faisait froid, à vous donner la chair de poule. Toutefois, ce n'était pas uniquement la maison qui lui donnait une impression étrange. Martine avait la certitude que quelqu'un la suivait et épiait chacun de ses gestes. Puis les plaisanteries ont commencé. L'épouvantail avec un couteau dans la tête, le feu et les coups de téléphone. « Tu es morte, Martine. » C'était le mois d'octobre. Bon, ça tombe bien, on est dans le mois d'octobre. Mais cela n'avait rien à voir avec l'Halloween. Quelqu'un serait au rendez-vous cette année, et pas seulement pour avoir des friandises. On voulait la peau de Martine. La petite accroche de couverture. Un certain soir d'Halloween. Bon, c'est pas super accroche, mais bon. Mais j'adore tellement les maisons victoriennes que c'est sûr que c'est le premier que je vais lire. Ensuite, j'avais vu encore l'autre maison victorienne, Le gars d'à côté. La phrase d'accroche. Il était irrésistible. Ah, il y en a une en avant puis une en arrière, pas l'autre. Fait que la phrase d'accroche en avant, c'est « Il était irrésistible » et en arrière, « Julien existe-t-il vraiment? » Quand Rachel rencontre Julien, ça va peut-être mieux quand que je lis. Je lis la 4e avant les phrases d'accroche. Quand Rachel rencontre Julien, elle a le coup de foudre. Il a surgi comme par enchantement un beau jour, disant que sa famille venait habiter la maison abandonnée à côté de chez elle.
Julien a de drôles de façons de s'amuser et entraîne bientôt Rachel subjuguée dans des aventures extravagantes, palpitantes et dangereuses. Mais qui est donc ce Julien? D'où sort-il? Où vit-il? Existe-t-il vraiment? Rachel va-t-elle enfin découvrir le mystère qui entoure ce garçon? Bon. Fait encore là, pour la maison victorienne. Ensuite, je vais voir pour le chalet maudit qu'est-ce qu'il dit. Le ciel est bleu. Je vais vous montrer la couverture. Donc, le chalet maudit. Il n'y a pas de maison victorienne. C'est pas un chalet victorien. Le ciel est bleu, le soleil est brûlant, la mer est invitante, et les jeunes en vacances sont insouciants, mais pas pour longtemps, car la mort rôde autour d'eux. Un tueur les épie et les attaque un par un. Un meurtrier qui ne laisse aucune trace et qui disparaît comme l'empreinte des pas sur le sable. Un être maléfique qui veut sa place au soleil pour s'y livrer à ses amusements funestes. La phrase accroche. Quelle horribleté! Et en avant, le ciel, le soleil, la mer et la mort. Moi, je suis pas certaine. Il y en a qui me tentent, c'est Le secret de l'auberge, sauf que je sais que c'est une trilogie. Là, je sais pas, là, je vais peut-être en lire 3, mais pas commencer à en lire 5. Lequel l'autre? Bon, pas une autre histoire de plage. Le camp de la terreur. Le jeu de la mort. C'est quoi le jeu de la mort? Dans le jeu de la mort. Donc, c'est ici. Personne ne doit vraiment être blessé. Le jeu de la mort est simplement un moyen qu'Émilie, Mathilde et Jean-François ont choisi durant leurs dernières années de secondaire pour donner une leçon à ceux qui le méritent. Les tricheurs, les menteurs, les méchants. Pour tuer quelqu'un, il suffit de l'humilier en public. Mais ce n'est pas ainsi que les choses se déroulent. La première victime se retrouve à l'hôpital, puis d'autres accidents insolites surviennent jusqu'au jour où quelqu'un y laisse sa peau. Les 3 amis abandonnent leur idée de vengeance, mais le jeu se poursuit de lui-même. Le jeu de la mort n'en est plus un. Ah, ça j'avoue que c'est déjà un petit peu plus intéressant, là, le mot vengeance. Là. Donc les phrases d'accroche sur la couverture, c'est « Quelqu'un joue pour vrai ». En arrière, il n'y avait plus de quoi rire. Oui, je pense que ça va être mon 3e et je vais peut-être quand même vu lire la trilogie. Oui, je vais vu lire la trilogie. Bon, le premier de celle que il me semble que j'avais apprécié, La Pension infernale. Donc, Coralie abandonne sa maison sur l'île pour étudier à l'école sur le continent. Elle n'est pas inquiète. Elle est certaine de réussir. Elle est convaincue de savoir s'y prendre avec les jeunes de la ville qui méprisent les habitants pauvres de l'île. Mais il y a une chose contre laquelle elle ne peut rien. Le mal. Quelque chose de très, très dangereux se passe dans la maison du directeur, M. Sévigny, où vivent Coralie et la belle et rêveuse Anya. Tranquillement, le brouillard les enveloppe, les isole, les piège même. Dans cette vieille maison, sur les falaises au-dessus de la mer, Coralie et Enya sont seules face au mal. Bon, il y a une vieille maison, c'était peut-être pour ça que j'aimais ça. Donc les phrases d'accroche sur la couverture. Personne ne leur avait dit que le brouillard pouvait tuer. Et en arrière, la démence ou la mort. Il me semble que la raison pour laquelle j'avais aimé ça, il y avait quelqu'un dans la pension qui était mystérieux, mais je pense qu'il avait été brûlé, puis à chaque fois qu'on le voit, il est dans sa chambre, dans le noir. Ils en font pas mention, c'est peut-être
peut-être que je me trompe, mais ça me semble que c'est ça, la pensée infernale. Puis après ça, c'est une histoire d'incendie. Les flammes accusatrices. Oui, Coralie encore. Donc, les flammes accusatrices, plus que 18 jours. Puis ce seront les vacances d'été et les Sévigny quitteront la ville. Pour toujours. Enfin, Coralie sera délivrée du mal, si elle survit. Car avant de s'en aller, les Sévigny sont bien déterminés à détruire Coralie par le feu. Coralie commence à trouver des boîtes d'allumettes plein ses poches, des dessins de flammes sur tous ses cahiers. De mystérieuses bougies allumées apparaissent dans sa chambre. Les flammes dansent sur les murs et de sinistres feux froids brillent dans toutes les cheminées de l'auberge. Les Sévigny essaieraient-ils de faire croire à Coralie qu'elle est en train de devenir folle? Ou est-ce que le mal a finalement pris le contrôle de l'esprit de Coralie? Et les accroches, c'est « Cet escalier mène à la mort » et derrière « Le mal serait-il vainqueur? » Je comprends pas, il parle pas du jeune garçon qui... Bon, le dernier de la trilogie, je vais quand même vous le lire, parce que moi, je veux le lire. Ben, pas le lire, mais lire la quatrième. Là. Incendie criminel. Là, désolée pour la lumière. Bon. Dès le jour où elle l'a rencontré, Livia sait qu'elle n'aimerait pas son beau-père. Quand elle le dit à sa mère et sa meilleure amie, elles pensent toutes deux qu'elle est stupide de ne pas aimer un homme aussi merveilleux. Il est bon et attentionné, il veut former une famille heureuse. Mais Livia pense... c'est pas lui. C'est pas le troisième de la trilogie, mais bon, ça, parce que là, c'est Livia, je viens juste allumer. Mais Livia pense voir son beau-père en photo à la télévision. Il serait recherché par la police pour un meurtre commis 15 ans plus tôt. Le meurtre de sa femme et de sa belle-fille. Livia est-elle devenue folle? Une autre folle, toi? Ou son beau-père est-il vraiment le meurtrier recherché? Alors, la phrase d'accroche. La petite chérie de sa maman est morte. En arrière, avoir un nouveau père peut être mort... peut-être. Avoir un nouveau père peut être mortel. Ouais. Fait que là, je ne sais pas, c'était quoi le troisième devant la trilogie? Ah! OK. Les flammes accusatrices, c'était le troisième. Là, je viens juste de le repérer. Mais non, je viens juste de le lire. OK, là, c'est ça. Le deuxième, c'est Le secret de l'auberge. Donc, oui, Coralie. Fait que Le secret de l'auberge... Le secret de l'auberge. OK. Coralie a survécu pendant son premier trimestre en pension, surmontant plus que le mal du pays. Elle a résisté au mal jusqu'à présent. Maintenant, l'hiver est là avec ses vents hurlants et sa neige aveuglante. À la pension, les cruels Sévigny ont déjà détruit la belle Anya, la réduisant à un être absent, une coquille vide. Voilà qu'ils ont choisi leur prochaine victime, la meilleure amie de Coralie, la petite Dorothée. Dans les caves de la pension, il y a aussi ce gloussement inquiétant, ce gloussement dément. Un gloussement... ça doit pas être le garçon auquel je pense, parce que glousser... je sais pas, en tout cas... Coralie pourra-t-elle ranimer Anya? Pourra-t-elle sauver Dorothée? Mais avant tout, Coralie doit se sauver elle-même. La phrase d'accroche. Si elle dort, elle gèlera. Si elle reste, elle mourra. En arrière. Qui sera la prochaine victime de ce mal d'un autre temps? OK, je me souviens pas vraiment que c'était ça. J'ai une trilogie du journal intime. J'ai tellement pas de souvenirs. Je vais au moins lire le tome 1 du journal intime.
Là, il y avait même un beau boîtier en carton là, pour la trilogie. Oh, il est beaucoup plus gros. Oh, c'est un gros livre, ça! Lui, il y a à peu près 280 pages. OK. Donc, je vais te montrer la couverture. Journal intime, le tome 1. Donc, dès qu'elle les aperçoit, Annick meurt d'envie d'être des leurs. Elle veut remplacer Laurie, devenir l'amie de Vanessa et Stéphane et surtout être celle de Robin. Être celle que Robin aime. Mais aussitôt qu'elle fait partie du groupe, Annick commence à comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut qu'elle se confie à quelqu'un, mais elle ne peut partager ses craintes avec ses nouveaux amis. C'est donc dans les pages de son journal intime qu'Annick se confesse, traçant ainsi, sans le savoir, le portrait de l'être monstrueux qui mettra sa vie en danger. Bon, la phrase accroche. Annick ferait n'importe quoi pour faire partie de la bande. Non, je me suis pas trop. Bon, je le rangerai plus tard. Est-ce que je t'en lis un petit dernier? Oh, je sais pas lequel. Sur l'autoroute de la mort. Ah, témoin silencieux. Témoin silencieux. Oh, je sais pas si on le voit bien. Témoin silencieux. Alors, après la mort d'Olivier, un ami d'Odile, Mousseau, OK. Après la mort d'Olivier, un ami d'Odile, Mousseau, sa mère remet tristement à Odile Odile? C'est pas le nom du chien dans Garfield? Bon, ça va m'agacer. Je pense pas que je peux le prendre juste pour ça. Sa mère remet tristement à Odile quelques-uns des affaires de son fils, des disques compacts, des affiches, une vidéocassette. Odile avait déjà vu Olivier filmer ses copains, mais cette cassette est différente. On y voit un délit grave, un crime peut-être. Maintenant qu'Olivier n'est plus là, la cassette devient le seul témoin. Et quelqu'un est prêt à tout pour s'assurer qu'Odile ne la visionne jamais. Regardez si vous osez. C'est la phrase d'accroche, l'autre. C'était facile. Une mystérieuse cassette en héritage. Non. Il y avait le cauchemar, la fenêtre, la rouquine, l'accident. Ben, je suis intriguée par le bonhomme de neige. Hein? Le bonhomme de neige. Je suis intriguée comment tu peux faire un livre d'horreur sur un bonhomme de neige. OK. Marie-Soleil. Pas tout gars. Marie-Soleil se sent seule. L'oncle qui l'a élevée la déteste et souhaiterait qu'elle soit morte afin d'hériter de sa fortune. Pour l'instant, toutefois, il se contente de gérer ses biens et de lui rendre sa vie insupportable. Pauvre petite fille, riche comme Cendrillon. Puis un garçon superbe aux cheveux d'un blond indescriptible surgit au casse-croûte minable où Marie-Soleil travaille après les heures de classe. Il est plein de compréhension à son égard. Marie-Soleil voit en lui son prince charmant. Dorénavant, personne ne pourra lui faire du mal. Marie-Soleil se sent tellement en sécurité, tellement aimée et au chaud. Alors la phrase accroche sur le dessus de la couverture. Jaloux, à en perdre la tête. Et là, ben, on voit que la tête du bonhomme est manquante. Elle est à l'arrière. Et derrière, c'est un meurtrier sans pitié. Le retour de Bob, ça doit être une histoire de jalousie. Fête sur la plage. Je sais pas pourquoi les plages m'intéressent pas tant que ça. Le show du professeur, non. Poisson d'avril.
peut-être délit de fuite, mais j'imagine que délit de fuite, c'est encore comme une histoire de témoin. Fait que, cauchemar sur l'autoroute. Il veut fuir. Elle veut s'amuser. Malgré les protestations de sa meilleure amie Maggie, Christine s'arrête et fait monter le charmant autostoppeur. Il est tout ce dont elle rêvait, et plus encore. Beaucoup, beaucoup plus encore. Peut-être trop. Peut-être assez pour que Christine et Maggie n'en reviennent jamais. La phrase d'accroche. Bouclez votre ceinture, ce sera une balade mortelle. Et derrière, nous n'aurions jamais dû le laisser monter. OK. Non. Rêve fatal, j'ai peur que ce soit du surnaturel, je sais pas. Ben, j'aime le surnaturel, mais pas dans les frissons. Bon, c'est ça. Une histoire de jalousie, témoin silencieux, je l'ai lu. Bon, et vu qu'on est en octobre, rendez-vous à l'Halloween. Chloé déteste sa cousine Michelle. Et elle n'est pas la seule, car Michelle s'amuse à shipper les petits amis des autres. Chloé et ses copines décident donc de comploter le meurtre parfait. Et puisque la soirée d'Halloween chez Chloé approche, bien entendu, elles n'ont pas véritablement l'intention de tuer qui que ce soit. Ce ne devait être qu'une plaisanterie. Mais, haha. Haha, ok. La phrase d'accroche sur le dessus. Le jeu, c'est de survivre. Et en arrière, ce sera à mourir de rire. OK. Bon, je crois que j'ai mes 3 livres, donc comme que j'ai mentionné, ça va être le passage secret, le gars d'à côté, surtout à cause des belles maisons victoriennes, et pour la vengeance, le jeu de la mort. Donc, je m'en vais lire ça et je vais sûrement vous revenir avec une petite analyse de qu'est-ce qui est addictif, mais en me mettant dans l'esprit que c'est des livres pour ados. Dans le passage secret, on va suivre Martine qui vient d'emménager dans une vieille maison isolée dans le bois. Et on va se débarrasser des parents, naturellement. Dans les trucs d'ado, il faut se débarrasser des parents. Donc, le père et sa belle-mère partent en voyage et elle reste avec son demi-frère qu'elle ne connaît pas beaucoup. Et elle va commencer à recevoir des appels de menaces de mort. Et dans sa nouvelle chambre, elle va sentir des courants d'air, elle va se sentir observée. Donc, il va falloir trouver qui lui téléphone pour y faire des menaces de mort. Et on va avoir 4 suspects. Il va avoir Jérémy, son demi-frère, qui agit un peu étrangement. On va se demander, est-ce qu'il veut lui faire des blagues ou juste s'amuser avec elle? Les 3 autres suspects sont liés au meurtre de la fille de l'ancien propriétaire de la maison de Martine. Donc, il va avoir Andréane, qui était la meilleure amie de la victime. Elle était sur les lieux du crime. Dans le fond, c'est elle qui a découvert le cadavre, mais elle s'en souvient pas, elle a un trou de mémoire. Il va y avoir Bruno, qui est le frère d'Andréane. C'est lui le premier qui va nous raconter sa version de l'histoire et il veut pas que Martine en parle avec sa sœur parce que il trouve qu'elle est trop fragile. Et il va y avoir Denis, qui est l'ex-petite amie de la victime. Le soir du meurtre, il y a eu un accident d'auto et son auto est tombé dans la rivière et son corps n'a jamais été retrouvé. Les chapitres sont courts, ils font avancer l'intrigue, on va avoir de la nouvelle information sur les personnages, donc le rythme est rapide. J'avoue que j'ai trouvé
qui était le responsable dès la moitié du livre, mais j'ai fait de la méta-analyse. J'ai pris la personne la moins probable et dès que j'ai eu un petit indice qui m'a permis d'établir un mobile, ben j'ai fait mon choix. Mais c'était quand même sympathique de voir comment l'auteur faisait pour remettre le doute sur des gens, puis remettre justement la parole de « Ah, est-ce que c'est vrai? Qu'est-ce qu'il a dit? » etc. Donc, ma lecture était quand même agréable. J'ai excusé certains éléments comme les émotions peu nuancées de la protagoniste. C'est comme ça dans les livres d'ados et même dans les livres pour jeunes adultes. Ici, on a une adolescente qui est frustrée d'avoir été obligée de déménager et elle se sent incomprise. J'ai aussi excusé le fait qu'on passe certaines informations à travers les dialogues parce que c'est quand même un livre très court, donc on ne peut pas tout raconter. Donc, des fois, il faut dire directement l'information. Mais, comme je disais, j'ai eu un agréable moment de lecture. Dans le cas d'à côté, on se débarrasse tout de suite des parents, ils s'en vont en voyage et naturellement, Rachel va être seule dans un endroit isolé où son seul voisin, c'est une maison abandonnée et tout d'un coup, pouf, va surgir de nulle part Julien. C'est moins intéressant que le précédent Frisson parce que là, il y a juste deux possibilités, soit que Julien existe et que, il l'influence à faire des mauvaises choses ou elle est folle, tout simplement. Donc ici, dans chaque chapitre, Julien va l'influencer à faire quelque chose de plus aventureux et ça va escalader. Donc au début, elle va se promener à côté d'un précipice, puis là, elle va sentir qu'elle est vivante. Et après ça, il va y avoir des dangers, disons. Ça m'intéressait pas vraiment ce qu'il faisait faire. Un des tours, c'est de faire peur à sa professeure qui a une phobie des insectes. Donc, elle va mettre une tarentule dans son tiroir, puis dès que le professeur va ouvrir le tiroir, elle va perdre connaissance. Donc, mon problème, c'est qu'on nous apprend que la tarentule est fausse, mais qu'elle est passée du tiroir à la chaise, puis était rendue dans le couloir sans qu'on nous dise qu'elle est téléguidée. Puis même si elle était téléguidée, les choses téléguidées, ils sautent pas, donc ça faisait pas réaliste. Une autre chose que j'aimais pas, c'est la raison pour laquelle Rachel n'a pas parlé de Julien à sa meilleure amie. Ça faisait pas de sens. Donc, puisque je n'étais pas convaincue de l'histoire, que c'était pas réaliste, j'étais pas capable d'accrocher. Une autre chose, c'est la dernière scène. En fait, l'avant-dernière scène se termine avec d'autres personnes qui arrivent. Puis après, la scène finale, c'est ces mêmes personnes-là qui vont se dire qu'est-ce qu'ils ont vécu dans la scène précédente. Pourtant, ils étaient tous là. Donc, personne commence à se dire « Hey, te souviens-tu 5 minutes plus tôt quand on a fait ça et pourquoi j'ai fait ça? » Pourquoi l'auteur n'a pas tout simplement pris la scène précédente puis raconté toute l'histoire au lieu de faire une scène où est-ce qu'il y a des dialogues pour nous raconter ce qui se passait? Ça, c'est vraiment un mauvais procédé, tant qu'à moi, même si c'est un livre qui n'a pas beaucoup de pages. Ça n'aurait pas pris bien plus de pages, raconter l'histoire plutôt que le dire dans les dialogues. C'est ça. Donc, je n'ai pas eu de plaisir dans cette lecture. Je vais passer à mon prochain livre. J'ai remarqué que la maison d'édition, à l'époque, traduisait même les noms des personnages. Donc ici, on a un Jean-François. Je pense que c'est un petit pas vraiment commun en anglais, Jean-François. Il y a aussi une mention de la ville de Québec. Pourtant, l'auteure est américaine. Et il y a même la fête du Québec, le 24 juin, qui est mentionnée. Et je ne pense pas que les Américains soient au courant du 24 juin.
Donc, ça a quand même allé assez loin dans leur traduction, tandis qu'aujourd'hui, il y a des livres que le titre n'est même pas traduit, puis ça, je trouve que c'est une aberration. Dans le jeu de la mort, c'est 3 amis qui veulent se venger des personnes qui obtiennent des choses sans le mériter. Ils vont se dresser une liste de personnes et il va falloir qu'ils les humilient publiquement. Sauf que le jeu ne se passera pas trop comme qu'ils veulent. Il va y avoir une personne qui va être blessée, puis une qui va mourir. Puis là, ils vont vouloir arrêter, sauf que ça n'arrêtera pas. Et d'autres personnes sur leur liste continuent à se faire humilier. C'est quand même assez long avant qu'il se passe quelque chose. Au début, ils vont dire les règles du jeu, ils vont dresser la liste des personnes dont ils veulent se venger. Ensuite, ils vont chacun penser à la façon d'humilier publiquement leurs victimes. Et c'est seulement à la page 70 qu'il y a enfin une humiliation. Et le livre, il y a seulement 157 pages, donc c'est long. Et éventuellement, quand il y a le meurtre, on va avoir le droit à des réflexions sur leur culpabilisation, dans leur responsabilité dans ce meurtre-là. Et ça va royalement m'ennuyer. Contrairement au passage secret, on ne remet pas en doute chaque personne une après l'autre parce qu'on n'apprend pas de nouveaux faits graduellement. Par contre, comme dans le gars d'à côté, la dernière scène, on va avoir des personnages qui vont se raconter ce qu'ils viennent juste de vivre. Te souviens-tu quand tu as fait ça? Et ils s'expliquent les choses qui ne font pas vraiment de sens. Conclusion, le public cible de la collection Frisson ne s'élargit pas au-delà des adolescents. Mais j'ai quand même été contente de redécouvrir la collection. Mon appréciation du passage secret me fait penser que je devrais peut-être lire un peu plus de thriller psychologique. Je suis en train de faire un document pour essayer de mieux connaître mes goûts en matière littéraire, donc je vais ajouter ça à mon document. Si vous avez lu la collection Frisson, dites-moi dans les commentaires lequel des livres vous avez aimé le plus ou vous a simplement marqué le plus. Sur ce, je vous souhaite de bonnes lectures.